Ça a été votre premier sadhu. Un sadhu, c'est un maître qui avait trouvé la vérité, ne la cherchait pas, et toutes ses réponses provenaient d'un plan de conscience impensable. Jamais nous n'aurions répondu comme lui à toutes les questions qu'on lui posait. J'ai décidé de rester auprès de lui assez longtemps, et par la suite, au bout de 2 ans, j'ai été chez un autre maître, un autre sage, qui enseignait la même méthode d'introspection, connais-toi toi-même, essaye de savoir qui est le soi, le je, avec un je majuscule, et pas le petit ego, qui était au Kerala. Et au Kerala, je suis restée très longtemps également, jusqu'à peu près à la fin de la guerre. Attendez, je vous arrête parce que je voudrais comprendre quelque chose. Vous venez de parler de questions posées à un sage. Quelle sorte de questions? Et vivre avec un sage, en quoi est-ce que ça consiste? Alors, ma question de base, depuis mon enfance, quand je voyais quelque chose, et au Creux de Gentot, quand j'étais très heureuse, je me disais, qu'est-ce que c'est que la réalité? Le centre, l'essentiel de ce qu'on voit, l'essence de la vie dans l'instant présent. Je savais que le présent est la seule chose réelle, mais encore, c'est un mot pour répondre. Eh bien, cette sagesse hindoue, quand on veut arriver au fond du problème, il faut savoir qui on est, puisque tout dépend de moi. C'est moi qui suis consciente et qui vois les choses. Et toutes les questions qu'on pose à un sage tournent autour de cette question qui suis-je, qui est le vrai je. Or, toutes les sagesses du monde entier parlent de 2 je. Un petit je qui est identifié au corps et un je qui participe de l'esprit suprême. Et il faut que les 2 je coalescent et n'en fassent plus qu'un, qu'on ne soit pas perpétuellement un être divisé en soi. Et le vrai maître est celui qui a accompli cette réalisation directe, expérience directe du vrai je. Et il est capable de répondre à nos questions d'une manière tellement satisfaisante qu'on dit, voilà, ça c'est un maître, je comprends ses réponses, j'aime sa manière de répondre et je reste auprès de lui pour progresser et m'affiner moi-même et arriver à son plan de conscience, si tel est mon sort. Alors on reste auprès de ces sages et certainement, la plupart du temps, ils vous répondent même silencieusement, sans dire de parole, par une sorte de télépathie. Ils prévoient vos réponses, vos questions très souvent. Ils vous aident à lire, vous donnent certains livres. Et on peut donc poser des questions quand on n'a pas compris quelque chose. Et c'est ce travail intérieur qui est valable et qui fait qu'on est tellement passionné par ce qu'on découvre en soi-même qu'on accepte toutes les difficultés de vie, disons, sur le plan de la chaleur, de la mauvaise nourriture, de la mauvaise maison, la manière de vivre très très bon marché. Donc, pendant ces 5 années, puisqu'il y a eu 5 années de Seconde Guerre mondiale, vous êtes resté en Inde auprès de 2 sages successivement, et les 2 je ont enfin été réconciliés en vous. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en Inde? Alors, vous parlez du résultat suprême, comme si c'était très facile à obtenir. Je crois que j'ai compris également les techniques qu'ils m'ont données, et que si j'ai compris quelque chose de valable, je peux aussi bien le mettre en pratique ici que là-bas. Car le climat est quelque chose de terrible, et la nourriture également ne me convenait pas du tout.
Et je pense que si on est né à un endroit, c'est là qu'il faut pouvoir accomplir sa vie et son destin. Mais je suis retournée très souvent auprès du sage jusqu'à sa mort. Après la guerre, je suis retournée 3 ou 4 fois et en 51, j'avais passé 4 mois avant de partir au Népal, car j'avais très envie de faire connaissance de ce pays qui était mystérieux, car jusqu'en 49, personne ne pouvait pénétrer au Népal sans une invitation spéciale du résident britannique, et on ne pouvait pas quitter la ville de Katmandou. En 49 et en 50, le Népal ouvre ses portes, expédition française à l'Annapurna avec Maurice Herzog, et en 51, je passe 4 mois au Népal, alors qu'il n'était pas encore abîmé par les touristes étrangers. Vous estimez qu'il est abîmé maintenant? Certainement, il est abîmé, on construit un peu partout des maisons en béton, qui sont peintes en vert, en rose. Au milieu de cette ville moyenâgeuse, il y a des tours en béton. On est en train de construire un grand supermarché. Le Népal a perdu de ce charme de pays moyenâgeux, pas touché par nos méthodes modernes. Nous sommes sur la côte sud du Kerala ou du Travancore, où il y a beaucoup de pêcheurs chrétiens nestoriens. On dit qu'ils ont été convertis au christianisme par saint Thomas, qui aurait débarqué à Cochin en l'an 55 de notre ère. Le Cap Comorin, la pointe extrême de l'Asie. Toute cette région est très fertile, la mousson y est abondante et le poivre pousse, qui a fait la richesse des Arabes qui ont exporté les épices vers l'Europe déjà avant la venue de Vasco de Gama. Ensuite, ce sont les Portugais, les Hollandais, les Anglais qui ont exporté ces épices. Le port de Cochin est tout à fait particulier. Il y a 200 km de voies navigables intérieures, les backwaters. Et tout au long de ces bras de mer, on peut admirer une quantité incroyable de grands filets chinois qui basculent grâce à leur contrepoids, maniés par 5 hommes. À Cochin, tout le monde vit sur l'eau, parfois sur des petites pirogues ou sur des wallams, avec des voiles qui sont fabriquées avec des feuilles de palmier tressées. Une chrétienne nestorienne avec des boucles d'oreilles en or en train de parler à Gladys Coder, une juive blanche avec son mari, Sato Coder. Ils sont venus depuis la Mésopotamie, il y a 2000 ans, se réfugier en Inde. Temple hindou dédié au dieu Krishna, rond, caractéristique de l'Inde du Sud, construit au pied de la synagogue du XVIe siècle, où l'on voit un cadran solaire. Il y a également beaucoup de musulmans à Cochin, la plus ancienne église chrétienne de l'Inde, Saint-Francis. Également, au Malabar, on voit des églises portugaises de style baroque. Les Portugais ont imposé avec l'Inquisition le rite romain dans toute l'Inde du Sud.